Hello tout le monde, je vous retrouve ce soir pour le débrief de la 15e étape du Tour de France, Muret-Carcassonne. 170 km étaient à parcourir aujourd'hui et c'était une étape qui devait convenir aux baroudeurs. Techniquement, le terrain était trop dur pour les sprinteurs, trop facile pour les gros du général, et donc punchers et rouleurs avaient leur chance, à la condition bien sûr d'avoir les bonnes jambes pour pouvoir se glisser dans l'échappée. Les coureurs sont partis de Muret à 13h30. Nelson Powless aura ouvert la route en solo dès les premiers kilomètres de course. Et alors que l'échappée commençait doucement à se dessiner, une chute est venue mettre le bazar absolu dans le peloton à 150 km de l'arrivée. Sont pris dans la chute Lenny Martinez, Pablo Castrillo, Simone Consoni, Julien Alaphilippe et surtout Florian Lipovic, troisième du général. Et de cette chute, très logiquement, des cassures vont se former. Pogačar, bien placé, se retrouve lui à l'avant, mais sont bloqués derrière. Lipovic, donc impliqué dans la chute, mais aussi Jonas Vingegaard. L'incident de course, ça n'empêche absolument pas l'avant du peloton de se faire la guerre pour créer l'échappée. Et Campenarts, Jorgensen et Van Aert de Visma vont en partie relancer l'échappée alors que Jonas Vingegaard est derrière. C'était le chaos et c'était très difficile à ce moment-là de lire les stratégies d'équipe en ce début d'étape. Finalement, à 130 km de l'arrivée, le groupe Lipovic et Vingegaard va enfin savoir rentrer sur le groupe Pogačar et à l'avant, 15 coureurs vont former la première grosse échappée de la journée et 40 km ont déjà été bouclés. Ineos, qui a loupé le coche, continue à cravacher dans le groupe favori pour intégrer l'échappée. Des cassures continuent de se faire dans le peloton et Kevin Vauquelin, victime d'un souci mécanique, est à un troisième échelon de course. Le Français, bien entouré de son équipe, va pouvoir rentrer au forceps sur le groupe maillot jaune et voilà qu'après une heure de course, la moyenne est au-delà des 52 km/h. Ça me paraît énorme à chaque fois, mais clairement, c'est devenu la norme sur les étapes de transition. À l'approche du sprint intermédiaire, l'échappée semble partie pour de bon. 15 hommes sont alors à l'avant, parmi lesquels Wout van Aert et Mathieu van der Poel. Mais je ne vous donne pas tout de suite les noms des gars à l'avant parce que derrière, la guerre n'est pas finie. Au sprint intermédiaire, Van der Poel va passer en tête sans contrainte et prendre les 20 points attribués. Et à 100 km de l'arrivée, avant la première difficulté de la journée, il y a alors 3 échelons de course. Une échappée de 15 bonhommes, donc 50 secondes derrière le peloton favori. Et à 2 minutes 30, un genre de gruppetto du jour où on va retrouver entre autres Lenny Martinez, leader du classement à poids, et Jonathan Milan, leader du classement du vert, ainsi que de bons grimpeurs comme Adam et Simon Yates. Ce groupe va finir très loin au terme de cette étape, donc je vais les occulter pour la fin du résumé. À noter quand même qu'il n'y avait pas de favoris piégés dans ce groupe, donc on peut passer. Dans la côte de Saint-Ferréol, première difficulté de la journée, Alaphilippe, Simmons, Storer, puis même Lipovic vont attaquer pour entrer sur l'échappée. Étape de Barjot. Et finalement, dans la côte de Sorèze, alors que les premiers échelons sont les uns sur les autres, ça va encore ressortir dans le peloton pour aller à l'avant. Et cette fois, côté général, c'est Carlos Rodriguez, 10e du général ce matin, qui va attaquer et se retrouver à l'avant. Au sommet de Sorèze, à 83 km de course, on a donc 3 échelons de course. Un groupe de 8 à l'avant, dans lequel est Carlos Rodriguez. Un groupe de 26 en contre et à 40 secondes de ce groupe de 8. Puis le peloton maillot jaune qui est à 2 minutes 20 et qui cette fois, enfin, laisse filer pour de bon. Une nouvelle course commence enfin, place à la victoire d'étape. Alors, je ne vais pas vous donner les noms des 34 coureurs qui devançaient le peloton à ce moment-là, je vais juste vous donner les noms des 8 qui étaient à l'avant au sommet de Sorèze. On avait donc Tim Wellens d'UAE, Victor Campenarts de Visma, Nelson Powless d'IF, Matej Mohoric de Bahreïn, Carlos Rodriguez d'Ineos, Quinn Simmons de Lidl, Michael Storer de Tudor et Lutsenko d'Israël. Ces 8 coureurs vont ouvrir la route pendant un temps et à 56 km de l'arrivée, c'est le moment décisif de la journée. Le pas du sang, 3 km à 10,2% de moyenne, directement suivi du col de Fontbruno. Dès le pied du mur, Storer met un bon caramel, Simmons, Campenarts et Wellens vont réussir à s'accrocher et sur le sommet du pas de sang, ces 4 hommes de tête vont passer avec un tout petit cran d'avance sur Vlasov, Lutsenko et Carlos Rodriguez, puis Powless et Barguil. Peloton favori désormais à plus de 5 minutes,
Là encore, je vais les occulter pour la fin du résumé. L'intérêt de cette journée, désormais, c'est bien la victoire d'étape entre les échappés. Sur le sommet du col de Fontbruno, regroupement à l'avant. On va retrouver 8 bonhommes en tête de course. Storer, Simons, Campenaerts et Wellens sont rattrapés par Vlasov, Lutsenko, Carlos Rodriguez et Warren Barguil. Et à la jonction entre ces deux groupes de 4, Tim Wellens, qui a alors jusque-là patiné en tête de course, sort du bois et met les watts. Le Belge, encore très frais, écœure ses adversaires directs, reste 42 km à parcourir et le final d'étape descendant n'est pas du tout au désavantage du Belge. À 30 km de la ligne, Wellens a 1 minute d'avance sur le contre de 5 hommes, Campenaerts, Vlasov, Simon, Storer et Barguil. Il est costaud, il n'en a pas fait beaucoup dans la première moitié d'étape, ça devrait être impossible d'aller le chercher pour les 5 rencontres. À 22 km de la ligne, Carlos Rodriguez et Lutsenko arrivent à rentrer sur le contre. Preuve en est que ça se regardait quand même beaucoup trop dans le groupe de chasse. On joue très logiquement déjà la deuxième place. On se met des taquets plutôt que de collaborer. Effectivement, à 20 km de la ligne, on sait déjà que c'est gagné pour le champion de Belgique, Tim Wellens. Wellens, très logiquement, va dérouler dans les 15 derniers kilomètres. Et au terme d'une journée rondement menée à l'avant, Tim Wellens vient s'imposer sur cette 15e étape du Tour de France. Discret pendant près de 110-120 km, puis solide dans les 42 derniers kilomètres, c'était le combo parfait pour s'imposer aujourd'hui. Derrière lui, Victor Campenaerts vient chercher la deuxième place après s'être extirpé en solo dans les derniers kilomètres de l'étape. Et derrière les deux solistes, regroupement total dans le contre et au sprint, Julian Alaphilippe truste la dernière place du podium devant Wout van Aert. Puis ce sont Axel Laurens, Vlasov, Penouet, Gegat, Valgren et Madouas qui bouclent le top 10. Au global, 26 hommes auront devancé le peloton maillot jaune qui termine lui à 6,07 de Wellens. Au général, pas de changement dans les 8, auront gratté du temps dans la lutte au top 10 Carlos Rodriguez, Jordan Gegat, Ben O'Connor et Guillaume Martin. Ces 4 bonhommes étaient dans l'échappée du jour et ont terminé avec le groupe de contre. Bien, au débrief de cette étape, premier point sur le champion de Belgique, Tim Wellens. Wellens s'est imposé au forceps aujourd'hui, mais on peut le dire, c'est un enchaînement de conditions de course et de circonstances de course qui auront profité à Tim Wellens tout au long de la journée. Tout d'abord, en début d'étape, son placement a été excellent aux côtés de Pogačar. Il n'a absolument pas été impliqué dans la chute à 150 km de l'arrivée. Il a suivi gentiment les coups pour se retrouver à l'avant avec un groupe conséquent. Par la suite, il a été très vigilant à chaque mouvement de course pour ne jamais quitter la tête de course. Et puis surtout, après, il aura absolument profité de son statut UAE pour ne pas avoir à collaborer. C'était très simple, il y avait juste à dire « Je suis là en protection de Tadej Pogačar qui est derrière ». J'ai pas spécialement demandé à être là, donc je n'ai pas l'intention de prendre plus de relais que cela. Et ce statut, bien évidemment, ça lui aura permis d'économiser du jus, et ça rebondissait quelque part de ce qu'avait déjà fait Simon Yates en direction du Mont d'Or sur l'étape du 14 juillet. Pareil, il avait la pancarte Visma sur le front, il était en mode « mais moi peut-être que j'attends un move de Jonas Vingegaard derrière ». À chaque fois, Tim Wellens aujourd'hui, Simon Yates le 14 juillet n'ont pas eu à en faire plus que ça, ils sont restés dans les roues. Puis, contrairement à Simon Yates sur la 10e étape du Tour, bah là, Wellens, au bout d'un moment, il a été contraint quand même à travailler avec ses collègues dans l'échappée, notamment quand ils se sont échappés à 4 après le passage du pas de sang. Là, il a fallu être malin quand même et relayer un petit peu pour ne pas se mettre tout le monde à dos, bien sûr. Il restait Michael Storer, Quinn Simmons et Victor Campenaerts. On a senti que ça agaçait tantôt Campenaerts, tantôt Simmons. Wellens s'est dit, bon là, je peux relayer tranquillement dans le col de Fontbruno pour éviter de me mettre tout le monde à dos. Donc, il n'en avait pas trop fait jusque-là. Les gars ne s'étaient pas spécifiquement occupés de lui avant le col de Fontbruno. Et lorsque c'est revenu de l'arrière avec le groupe de 4 dans lequel étaient notamment Carlos Rodriguez et Warren Barguil, ça a été le bon moment pour Tim Wellens d'attaquer. Il n'était pas question d'attendre 1 km de plus parce qu'après c'était partie descendante jusqu'à l'arrivée. Et là, ça aurait été très dur de faire la différence sur des adversaires qui auraient eu un terrain pour pouvoir recoller directement dans la roue. Donc il a attaqué pile poil au bon moment. Il ne fallait pas attendre 500 mètres de plus.
Sur l'accélération, il est très frais et de toute façon, il est très solide depuis le début du Tour de France. Donc, il a absolument, totalement écœuré et Warren Barguil et Victor Campenaerts qui étaient en 2e et 3e position. Et puis après, eh bien, à la jambe, j'ai envie de vous dire, Tim Wellens aura écrasé les adversaires qui, pour le coup, se sont quand même très rapidement éteints et ont très vite pensé à la 2e place aujourd'hui. Ça n'a pas très bien collaboré derrière lui. Il faut dire que Victor Campenaerts n'aura pas été d'une très grande aide dans la bonne collaboration derrière. Et puis après, il fallait juste gérer les 20-25 derniers kilomètres pour ne pas aller au sol. Il fallait juste emmener un gros braquet pour enrouler une vitesse importante pour se rapprocher très vite de la ligne d'arrivée, terrain aidant. Et au final, eh bien, Tim Wellens, chanceux en début d'étape, puisqu'il n'a pas été dans la chute, malin par la suite, puis costaud dans le final, eh bien, est venu s'imposer au terme de cette 15e étape. Je suis content pour lui, ça vient quand même récompenser son boulot extraordinaire pour son leader Tadej Pogačar sur la première semaine du Tour de France, et aussi un petit peu sur la 2e semaine. Il avait été très solide sur l'étape d'Otakam. Et ça vient aussi couronner l'ensemble de sa carrière. C'est un garçon qui s'était déjà imposé par le passé sur les routes du Tour d'Espagne et sur les routes du Tour d'Italie. Ne lui manquait qu'une victoire d'étape sur les routes du Tour. Personnellement, je pensais que pour lui, c'était cuit puisqu'il était désormais au service de Pogačar. Mais non, il a trouvé certainement la seule occasion sur ce Tour de France pour se retrouver à l'avant et il ne s'est pas loupé. Et ça, même s'il aura profité des circonstances de course pour venir s'imposer aujourd'hui, on ne peut pas lui enlever que réussir à concrétiser lorsque tu as une seule occasion sur le Tour de France, ça reste très solide. Donc GG à Tim Wellens et en plus, venir s'imposer avec le maillot de champion de Belgique en solo sur l'étape du Tour, je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est hyper classe. Ok, deuxième point de ce débrief, j'aimerais revenir sur l'intensité que nous avons désormais sur les étapes de transition du Tour de France. C'est une dinguerie, il n'y a plus aucune étape où c'est un petit peu plus en dedans, on laisse 30 mecs partir en début d'étape, puis derrière on déroule et on les laisse finir avec un quart d'heure. Que dalle, ça roule à bloc pendant des heures, tout le monde est les uns sur les autres, et ce genre d'étape où tu es censé récupérer, finalement, c'est peut-être des fois plus dur qu'une journée de haute montagne où tu te relèves et tu finis gruppetto. Donc c'est une folie, et l'étape que nous avons eue aujourd'hui répond totalement de l'étape de Toulouse où Abrahamsen et Schmid s'étaient disputé la victoire d'étape. Waouh, c'est fou les moyennes, quoi. Je crois que c'est 47 aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, à vérifier. C'était 48 de moyenne, je crois, sur la victoire d'Abrahamsen à Toulouse. C'est un truc de fou. Et ce qu'on peut noter aussi sur ces étapes de transition et généralement sur le comportement des coureurs en course sur le Tour de France, c'est qu'il y a, année après année, changement des codes, ou plutôt suppression des codes du peloton. Là, je vais faire des références à deux choses. Avant, quand le maillot jaune s'arrêtait pour faire un petit besoin naturel, ça marquait l'arrêt des offensifs pour former l'échappée. C'était un mouvement qui, quelque part, validait l'échappée en tête et qui condamnait les mouvements du peloton. On avait compris que c'était le moment de se relever. L'échappée était faite. Et puis derrière, ça se relevait. Maintenant, c'est terminé. Pogačar s'arrête de faire pipi dans les bois. Ça continue à accélérer plein pot devant. Tant pis pour toi. T'as des collègues pour te ramener. Et puis, deuxième code qui est un petit peu plus... qu'on commence gentiment à casser dans le peloton professionnel. Il y a eu une bonne chute à 150 km de l'arrivée. Lipovitz était dedans. Vingegaard avait perdu du temps. Et même si UAE a essayé de relever un petit peu les troupes pour rendre l'appareil à ce qui s'était produit sur l'étape de Toulouse où Pogačar était tombé, et ben là, ça a continué à attaquer. Et ça a attaqué notamment à travers un des cadres du peloton, Mathieu Van Der Poel. Et ça a continué d'attaquer avec des coureurs Visma. Donc, les choses changent. Les codes qui existaient il y a 15, 20, 30 ans se font casser année après année par les coureurs du peloton. Il faut dire qu'aujourd'hui, les intérêts sont tels que toutes les équipes veulent avoir un coureur à l'avant. J'ai pas trop d'avis sur la question. Je pense que c'est bien que les gars du peloton continuent à se faire la guerre, même si le maillot jaune s'arrête pour faire pipi. Je trouve que c'est bien quand même si les mecs se relèvent un peu quand ça chute derrière. Maintenant, je l'avais eu en commentaire notamment sur la chute de Pogačar. Ça reste une course, il n'y a pas de règle écrite. Si les mecs veulent continuer à rouler à bloc, ils le font. Voilà, chacun défend ses intérêts, mais je trouve que c'était intéressant de noter qu'aujourd'hui, et notamment sur l'étape de Toulouse, on avait vu
des choses qui confirmaient des changements dans le peloton professionnel. Les codes et les règles tacites sont cassés au fil du temps. Et là où, historiquement, le terrain ne prêtait pas à de très grands mouvements, au final, on a des étapes à 45-50 de moyenne. Et on ne s'ennuie pas. Et on ne s'ennuie pas, c'est extrêmement spectaculaire. Et je pense, comme je vous l'ai dit tantôt, que ce sont des étapes où c'est des fois plus difficile de récupérer et de passer une bonne journée. Et que c'est des fois plus facile une étape de haute montagne en mode gruppetto. C'est mon avis, je serais curieux d'avoir celui des coureurs. Mais c'est l'impression que ça me donne, quoi. En tout cas, c'est très spectaculaire, ça roule très vite, l'intensité est dingue. Et je comprends notamment pourquoi certains sont déjà en mode défense des positions du général, parce qu'il y a plus de période pour récupérer en dehors des jours de repos. Et c'est là mon troisième point de ce débrief. On aura vu aujourd'hui, avec la présence de Carlos Rodriguez à l'avant, 10e du général ce matin, que certaines équipes, certains coureurs sont déjà en défense de leur top 8, top 9 du général de ce Tour de France. Je vais penser à Tobias Johannesson de UNOX et à Ben Illy de IF, qui était ce matin 8e et 9e du général. Et hors de question pour eux que Carlos Rodriguez, qui est à plus de 20 minutes au général, ne vienne les embêter. Oui, on vient tout juste de sortir des Pyrénées, on n'a pas vu le Ventoux, on n'a pas vu les Alpes. Et il y a des équipes qui viennent rouler à l'avant pour protéger leur intérêt. Et leur intérêt, c'est 8e, 9e place du général. Je ne le critique pas, je me contente juste de le constater. Le fait est qu'intrinsèquement, inévitablement, UAE n'a pas beaucoup de boulot à faire. Et on peut se dire qu'aujourd'hui, la méta pour emporter le Tour de France et économiser ses hommes, c'est peut-être de sécuriser tout de suite la première place du général en assommant le Tour de France dans les 2 premières étapes de montagne, en sachant qu'après, d'autres équipes vont venir aider l'équipe du leader parce que chacun défend ses intérêts. Et des intérêts qu'on pourrait juger très minimes, 8e, 9e place du général, techniquement on pourrait se dire c'est pas très important. Clairement, on l'aura vu aujourd'hui, c'est important dans les cas d'UNOX et d'IF. Allez, j'ai un dernier petit point avant de boucler le débrief de cette 15e étape. On va se faire un petit point sur le classement du vert. Au départ de la 2e semaine du Tour de France, j'avais dit attention, Pogačar va avoir là un terrain pour peut-être devancer Jonathan Milan au classement du vert. Et finalement, au terme de 5 étapes qui auront quand même profité à Pogačar, Jonathan Milan aura réussi à contenir le retour de Pogačar dans ce classement et ce soir toujours en tête, avec quand même dans le rétroviseur Pogačar à 28 points. C'est ça, je dis pas de bêtises. Ouais, 28 points, c'est ça. Van der Poel est 3e à 210 points. Alors, que nous reste-t-il comme étape? Le Ventoux, mardi, à l'avantage de Pogačar dans le final, mais le sprint intermédiaire pourrait convenir à Jonathan Milan. Nous aurons l'étape de Valence, capitale si Jonathan Milan veut définitivement valider quelque part son maillot vert. Après, par contre, il y aura 2 étapes alpestres où Pogačar pourrait potentiellement aller chercher 2 fois 20 points. L'étape de Pontarlier qui conviendra au baroudeur, statu quo je pense dans le classement du vert, et puis l'étape des Champs-Élysées, on va pas l'appeler l'étape des Champs-Élysées, on va l'appeler l'étape de la côte de Montmartre, et sur ce type d'étape, pas sûr que Jonathan Milan puisse aller chercher des points. Donc on fera un nouveau bilan je pense, passer les étapes alpestres, Milan doit impérativement être en avance sur Pogačar, sinon ça va être compliqué. Si en revanche il passe les 2 étapes alpestres avec une avance confortable sur Jonathan Milan, l'Italien aura peut-être fait le plus dur. Déjà parce qu'il aura passé les Alpes, qu'il est quand même assez costaud, l'Italien, donc ça va être difficile quand même de passer les Alpes. Mais oui, s'il passe les 2 étapes alpestres et est toujours en tête de ce classement, ça sent bon pour l'Italien. Donc, félicitations à lui de s'être accroché en 2e semaine et d'être allé chercher des points dans certains sprints intermédiaires. Ce n'aura pas été le cas aujourd'hui parce qu'il était vraiment au bout du bout. Il faut croiser les doigts pour que Jonathan Milan continue à s'accrocher. Je pense que pour Van der Poel, ça va être compliqué. On verra ce que ça donnera pour le Néerlandais dans les différents sprints intermédiaires à venir. C'est là que la course au vert se jouera pour Van der Poel. Mais voilà, on verra déjà comment se passe l'étape du Ventoux et l'étape de Valence. Et après, il faudra juste tenir dans les Alpes pour Milan. Voilà, c'est tout
pour le débrief de cette étape et ce dernier point concernant le maillot vert. Demain, étape de repos pour les coureurs. Ils vont pouvoir se détendre gentiment avant d'amorcer la 3e et dernière semaine du Tour de France. On les retrouvera en course sur la 16e étape de mardi. 171 km seront à parcourir de Montpellier au Mont Ventoux. Ce sera bien évidemment une course de côte avec l'ascension sèche du Ventoux. Et contrairement à aujourd'hui, eh bien, je pense que les baroudeurs ne devraient pas avoir la chance de s'imposer parce que je pense très sincèrement que Tadej Pogačar va vouloir cette victoire d'étape au Ventoux. Le Ventoux, c'est très prestigieux et Pogačar aura très certainement à cœur de s'y imposer. Ça, on aura la réponse et la confirmation des volontés de Pogačar dans le premier tiers de course de l'étape de mardi. Et si c'est le cas et qu'on voit les coureurs UAE prendre très vite la direction du peloton et tenir en laisse l'échappée, ça va être une journée difficile pour ses adversaires et ce sera également une très mauvaise nouvelle pour le maillot à pois de Lenny Martinez. Je rappelle qu'il y aura 20 points attribués au sommet du Ventoux et que Lenny n'a que 8 petits points d'avance sur Pogačar. Seule chance pour Lenny Martinez et les baroudeurs de façon générale quant à la victoire d'étape, il faut qu'un maximum de coureurs du peloton fassent la fête à UAE dans les premiers kilomètres de course. Maintenant, il y a un gros problème, voire 2 gros problèmes qui vont se poser pour l'échappée mardi. Déjà, la qualité du roster UAE. S'ils veulent tenir l'échappée en laisse, ils le feront. Pas de problème, Nils Politt est là pour ça. Et deuxième problème qui va se poser pour eux, c'est évidemment les super jambes de Pogačar sur ce Tour de France. Parce que je pense qu'il faudra bien 5 minutes d'avance au pied du Ventoux pour espérer entrevoir la victoire d'étape. Ça va être compliqué, mais il faut y croire. On a vu sur l'étape d'hier que Arensman pouvait le faire. Si l'écart est conséquent au pied du Ventoux et que Pogačar pense qu'il n'est pas en mesure de rentrer à l'avant, on pourrait retrouver le même statu quo que sur les pentes de Superbannière hier. Voilà, ça c'est pour mon descriptif de la 16e étape du Ventoux. Allez, c'est tout pour moi. Je vous retrouve mardi soir pour le débrief de la 16e étape. Le Tour rentre dans sa dernière semaine de course. Très bonne soirée et prenez soin de vous. Bye bye!